Salut à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur Foot Vertical avec deux matchs aujourd'hui à débriefer qui vont nous permettre de compléter le dernier carré de cette Coupe du Monde. Donc on va parler dans un premier temps de Norvège-Angleterre avec la victoire des Anglais 2-1 après prolongation. Et ensuite on passera sur le match Argentine-Suisse, match qui s'est terminé également après les prolongations avec une victoire 3-1 des Argentins. Les sujets du jour, ça va être les deux quarts, donc on va parler de la manière dont ça s'est déroulé, ce qui s'est passé et gros sujet VAR qui a fait basculer les deux matchs. Donc c'est parti pour l'épisode. Et donc pour cette première partie, on va attaquer sur Norvège-Angleterre et un match qui s'est terminé dans les prolongations, une victoire 2-1 des Anglais avec un scénario qui n'était pas forcément prévisible puisque les Norvégiens ont joué bloc bas sur ce match. La défense était hyper basse, ce qui a généré une possession plutôt anglaise mais stérile. Très peu d'occasions des Anglais pendant les 40 premières minutes. Ça faisait tourner, ça cherchait des solutions, ça revenait sur Saka, ça repassait dans l'axe, ça repassait vers Gordon. Très difficile pour les Anglais de trouver une vraie solution de tir. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il faisait très très chaud à Miami. Je crois qu'on était autour des 40 degrés. Donc pour les organismes, c'est assez compliqué, d'autant qu'on est là sur un 7e match de Coupe du Monde. Donc les organismes, c'est un peu compliqué. Ce qui peut expliquer qu'on avait cette première mi-temps qui était assez terne. Mais quand même, on a eu à la 36e minute un but assez exceptionnel de Schilderup. Un centre-tir qui finit dans les lucarnes de Pickford. Alors, bon, déjà, premier point, c'est Pickford. Est-ce qu'il fait une erreur ou non ? On voit que sur le tir, il baisse la main. Alors, je sais pas s'il baisse la main après que le ballon soit passé. J'ai pas réussi vraiment à voir la séquence de manière à faire sur le fait que Pickford est battu et donc il retire sa main. Ou est-ce qu'il est certain que le ballon va sortir et donc il veut pas dévier la main pour donner un corner, pour dévier le ballon vers Haaland, tout simplement. Donc là, on a peut-être une boulette de Pickford. En tout cas, côté Schilderup, je sais pas s'il veut tirer, s'il veut centrer. J'ai vu d'interviews de lui où il explique ce qu'il a voulu faire. Là, je vais lui laisser le bénéfice du doute et définir qu'il frappé très fort et que ça finit dans l'air opposé du gardien. Le but est assez exceptionnel. Ça peut être un début à les élections à la fin de la Coupe du Monde, voir s'il est, mais très clairement, il va rentrer dans le top 5 des buts. Dans la foulée, on a une action. Alors là, pour moi, c'est le tournant du match. 44e minute, ballon en profondeur pour Sorloth. Et là, un 2 contre 1. Donc il y a Sorloth à droite, il y a Haaland qui est décalé un peu à gauche, et il y a John Stones qui est un peu entre les deux, qui fait le recul frein, qui essaie de couvrir la solution de passe et en même temps ne pas laisser Sorloth se réaxer pour se retrouver en position, le ralentir un maximum pour laisser le temps à d'autres défenseurs de revenir, et notamment Guéhi. Alors John Stones se défend bien sur l'action. Après Sorloth, je pense qu'il joue très mal le coup parce que par rapport à sa course, on voit que son premier objectif, c'est de faire une passe à Haaland. Il ralentit un peu sa course, il lève la tête plusieurs fois, il cherche l'angle de passe, mais il n'a pas la qualité technique pour mettre dans une position où il va pouvoir réussir sa passe. Et là, c'est peut-être une erreur de Solbakken, c'est d'avoir insisté sur ce poste un peu bizarre pour Sorloth d'ailier droit, quand tu as des super ailiers de débordement et des super dribbleurs dans ton effectif. Donc il y avait Schilderup qui jouait côté gauche. À droite, il aurait pu faire jouer moi, un joueur que j'adore, c'est Nusa, qui aurait pu jouer même côté droit. Il a le talent pour, et sur le côté il est vraiment exceptionnel. Il y a Oscar Bob aussi qui est super technique et qui est capable également de trouver des angles de passe. Donc, ouais, je pense que Sorloth, ça a été un peu le boulet de la Norvège pendant cette Coupe du Monde, et sur cette action, on le paye vraiment très cher. Cette action finit finalement sur Stones qui a réussi à maîtriser Sorloth, qui a réussi à couper complètement la ligne de passe qui permet à Sorloth de ne pas faire la passe, et puis au final Sorloth va essayer de repiquer dans l'axe et frapper, et il va être contré par je sais pas si c'est Guéhi ou c'est John Stones à nouveau qui contrôle le ballon, mais en tout cas très mal joué, et c'est un des tournants du match parce que 2 minutes plus tard on a l'égalisation de Bellingham, un but superbe. D'abord Gordon qui côté gauche porte la balle, il trouve une super passe assez puissante à l'entrée de la surface pour Bellingham, et c'est là où il y a tout le talent de Bellingham qui parle. C'est le contrôle, il est parfait, la balle elle reste dans les pieds, et puis derrière sa conduite de balle elle est nickel pour rentrer dans la surface accélérée, et pas aussi parfaite, le pied gauche croisé.
Nyland ne pouvait vraiment rien faire. Bellingham a classe mondiale sur cette action, qui permet à l'Angleterre de rentrer dans le vestiaire avec un score de parité. Donc plutôt bien pour les Anglais, ça permettait de repartir sur un nouveau match pour la deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, ils auraient même pu repartir avec un avantage, mais Kane très légèrement hors jeu à la 49e minute d'arrêt de jeu, donc à la 49e minute, une super passe pour Kane qui finit d'une belle balle piquée, mais il est hors jeu de 50 cm. Mais l'action est à noter, et puis c'était une des rares actions. Deuxième mi-temps et le deuxième tournant du match, puisque là c'est le but refusé pour Egham. Turpin, notre arbitre français, au début ne dit rien, puis appelé par la VAR pour une faute de Haaland. Franchement, je pense que Turpin siffle la faute parce qu'il est appelé par la VAR. Je pense que Turpin en Ligue 1 siffle pas la faute même appelé par la VAR parce que déjà c'est un arbitre qui se laisse peu influencer par la VAR, mais là la Coupe du Monde oblige. Il y a une fois qu'il est appelé, on sait que c'est fini. Et c'est malheureux parce que pour moi Haaland ne fait pas une faute qui devrait être sifflée. Son adversaire, je crois que c'est Stones, encore une fois. Je suis plus très sûr. Mais en fait, il pousse son adversaire qui vraiment se jette par terre sur un impact qu'on voit 3 à 4 fois par corner quasiment dans la surface de réparation, des petits chamailleries, des joueurs qui se poussent pour trouver la position préférentielle. Là, Stones tombe, il y a but derrière, la VAR rappelle, le but est annulé. Et c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, le but est annulé, l'arbitre Turpin a considéré que la faute avait eu lieu avant que le corner soit tiré, donc elle fait retirer le corner. Il n'a rien donné derrière, mais voilà, coup dur pour les Norvégiens. Et puis ensuite il se passe plus grand chose jusqu'aux prolongations. Et là, prolongation, c'est Bellingham encore qui sort de nulle part pour inscrire son doublé, une frappe repoussée de Nyland bien suivie par Bellingham. Et voilà, le match est plié à ce moment-là. D'autant que on sentait les Norvégiens vraiment à côté de la plaque avec la chaleur. Donc en prolongation, c'était fini pour eux. D'ailleurs, Solbakken sort Haaland à la mi-temps des prolongations parce que Haaland ne met plus un pied devant l'autre. On a l'impression qu'il est vraiment assommé par la chaleur et donc Solbakken décide de faire rentrer quelqu'un de plus frais pour finir le match. Nyland de son côté, il enchaîne quelques arrêts encore dans ses prolongations, mais les Norvégiens n'ont jamais réussi vraiment à repartir de l'avant et à arriver une séance de tir au but. Donc là-dessus, sur ce match, finalement, les points à noter, c'est que Bellingham était dans le match avec son doublé. Il a fait 6 buts dans le tournoi. Il est top en termes de classement de buteurs pour un milieu de terrain. Il est toujours Messi, Mbappé qui sont devant avec 8 buts. Haaland avec 7. Et donc Bellingham qui rejoint Kane à 6 buts dans ce classement. Haaland, donc, qui pour la première fois du tournoi ne marque pas. Il n'avait pas marqué au 3e match contre la France, mais il n'avait pas joué. Donc, sinon, il avait marqué à chaque match. Et là, il n'a pas marqué. On l'a pas beaucoup vu. Il reste à 7 buts. Je pense que la chaleur a dû vraiment l'assommer. Et puis Kane également qui ne marque pas. 0 but comme Haaland. Et Kane qui se qualifie, donc qui pourra augmenter son total de buts dans les prochains matchs. Et de son côté aussi, on l'a senti un peu moins présent, un peu moins bon, et je pense que la chaleur a dû vraiment jouer sur les organismes des deux attaquants des deux équipes. L'Angleterre va jouer sa 12e demi-finale de son histoire. Leur dernier titre c'est 1966, donc c'est 60 ans. C'est un bel anniversaire pour aller essayer de chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde. 12 demi-finales, c'est assez énorme quand même. 12 demi-finales et une seule victoire, c'est ça comme taux de non-réussite. Donc en fait, on leur souhaite de réussir, même si de notre côté on préfère que ce soit la France qui gagne. Mais prochain match, Angleterre qui va jouer face à l'Argentine, donc qui a battu la Suisse, et on va parler de ce match tout de suite. Et on passe sur Argentine-Suisse, le deuxième match de la soirée, sur lequel on a eu un match qui était assez serré. J'ai bien aimé la première mi-temps des Suisses, qui était assez compacte, qui portait le ballon. Je crois que sur la première mi-temps, ils sont à 57% de possession. Les Argentins sont plutôt en difficulté dans le jeu. Et ils réussissent à ouvrir le score à la 10e minute sur un corner de Messi, un corner parfait de Messi, avec McAllister. Pas souvent marqué de la tête, mais qui la coupe parfaitement à la trajectoire, et qui marque dans la lucarne opposée qu'Obel ne
pouvait strictement rien faire sur cette action. Et les Argentins passent devant à la 10e minute. La Suisse a été assez courageuse, mais on n'a pas vraiment réussi à se procurer d'occasion pendant cette première mi-temps, malgré ça. En deuxième mi-temps, où on a vu la Suisse qui a vraiment poussé fort à partir de la 60e minute, il y a 2 coups de casque de Mbolo par le gardien, par Martinez, et une belle frappe aussi de Xhaka, repoussée par Martinez. Et à la 67e minute, sur une action vraiment très belle, où Ricardo Rodriguez réussit à trouver une passe très belle pour Dan Ndoye, et Ndoye rentre dans la surface et réussit à bien croiser, bien ouvrir son pied dans le petit filet opposé. Et donc à la 67e, les compteurs sont mis à 0 et on repart sur un nouveau match. Sauf que là, encore une fois, la VAR a parlé. Petit tournant à la 69e minute. Mbolo s'est écroulé après un contact avec Paredes, et l'arbitre qui met un jaune à Paredes. Sauf que VAR décide d'appeler l'arbitre, parce qu'aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, il y a des nouvelles règles qui ont été validées pour l'utilisation de la VAR, et il y a notamment le fait de donner un carton jaune à tort. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que si Paredes ne prend pas de jaune sur cette action, l'arbitre ne retourne jamais voir la vidéo, et donc il n'y a pas d'intervention de VAR, il n'y a pas de carton rouge pour Mbolo. Sauf que là, il prend un jaune, l'arbitre est obligé d'aller voir, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de contact. Mbolo, c'est vraiment une simulation assez grossière. Et donc, quand l'arbitre revient, il a la simulation en 4K, donc il peut pas ne pas donner simulation d'Mbolo et lui donner un deuxième jaune. C'est dur pour Mbolo parce que c'est un deuxième jaune. Après, quand on regarde la première faute, le jaune, il y a pas photo, quoi. C'était logique d'obtenir un jaune sur cette faute où vraiment il rentre dans son adversaire de manière assez agressive. Le jaune était totalement justifié. Voilà, c'est le deuxième qui est un peu dur, mais finalement est cohérent parce que la simulation elle est vraiment grossière, il se roule par terre, il se tient la jambe, on a l'impression qu'il s'est vraiment pris un coup, et puis en fait on voit qu'il n'y a même pas de contact, c'est assez grossier. Et donc la Suisse se retrouve à 10 pour 50 minutes de prolongation dans ce match. Tente de défendre tant bien que mal en 5-3-1, sauf que il joue de Julian Alvarez à la 112e. Une frappe enroulée assez exceptionnelle du pied droit. Alors Julian Alvarez, perso, je suis pas fan du joueur. Je trouve pas les qualités que tout le monde lui donne. Pas très rapide, il a une bonne frappe de balle, mais il se met rarement en bonne position. J'ai un peu de mal avec ce joueur. Bon, là, en tout cas, il était en bonne position, il a eu le temps d'armer, et quand il est dans cette posture-là, il marque. Je retire pas le fait qu'il soit talentueux sur ses frappes de balle. D'ailleurs, pour moi, c'est un très bon tireur de coup franc. Là, il est dans une position un peu coup franc, donc il se fait plaisir et ça rentre. Et sur 21e, Lautaro qui scelle le score avec une frappe repoussée qui revient dans ses pieds, et puis là, il n'a plus qu'à finir tranquillement. Les enseignements de ce match, c'est comme en 2014, la Suisse qui tombe contre l'Argentine en prolongation. Di Maria qui avait donné la victoire à la Suisse en 2014, donc il y a 12 ans. Là, cette fois, c'est Alvarez qui redonne l'avantage. Messi qui n'a pas été buteur pendant ce match, mais qui a été décisif avec un super corner bien frappé. Donc Messi décisif à chaque match à jouer depuis le début de la compétition. Le rouge sur Mbolo, qui est un moment assez charnière du match. Ça a mis 3 minutes, la décimette. Voilà, c'est assez contestable sur la forme, mais sur le fond, c'est justifié parce que c'était totalement évitable. Mbolo se plante sur cette action pour moi. Mais ça entrera dans l'histoire de cette Coupe du Monde et dans l'histoire de la Nati, ce carton rouge qui fait basculer le match. Pour moi, la Suisse, elle réalise une très bonne Coupe du Monde. C'est sa meilleure Coupe du Monde depuis 1954. Avec deux matchs tendus qui ont été gagnés en phase d'élimination. Bravo la Suisse, et il y a un bel avenir pour cette équipe parce que il y a des joueurs qui ont montré qu'ils ont le talent. On a vu notamment un Manzambi assez incroyable qui a beaucoup manqué à la Suisse sur le second tour, mais bref, c'est un joueur qu'on va suivre. Il vient de signer à Aston Villa, donc on va le voir maintenant en première ligue. Il éclate, et je pense que ça va être le grand visage de la Suisse sur les 10-12 prochaines années. Et donc on a notre dernier carré qui est enfin prêt, avec France-Espagne mardi soir et Angleterre-Argentine mercredi soir. Donc deux matchs assez exceptionnels. On reparlera du coup de ces deux matchs dans un prochain épisode. Voilà, ça va être deux matchs tendus, ça va être deux matchs hyper intéressants, et on a la chance de pouvoir vivre ça encore une fois pendant cette Coupe du Monde à des heures qui sont un peu plus simples à gérer, donc voilà.
On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, peut-être en fin de journée ou peut-être demain matin. Merci à tous et excellente journée.